Imagine un monde où plus personne ne te dit bonjour au supermarché, où tu peux plus décrocher un stage, non pas parce que tu es incompétent, mais parce que dorénavant, on a une IA pour ça. Un monde où tu entres dans une entreprise et chaque poste que tu visais est désormais occupé par une machine. Pas un robot futuriste avec des bras articulés. Non, 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 non. Mais plutôt une ligne de code. Un modèle silencieux, invisible, mais omniprésent. Tu es jeune, diplômé, motivé, tu pousses la porte d'une entreprise pour un entretien. Et la réponse tombe comme un coup près. Désolé monsieur, mais ce poste vient d'être automatisé. Et là, tu ne comprends pas. Tu sors avec beaucoup de déception et tu réalises que ce n'est pas du tout un cas isolé. C'est tout simplement le nouveau monde du travail. Alors, avant qu'on explore ensemble ce bouleversement en profondeur, si ce type de récit te parle, si tu veux continuer à entendre ces histoires qui nous traversent tous, même de loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de toi. Chaque geste compte. Merci à vous du fond du cœur pour votre soutien. Sur ce, installe-toi confortablement parce que ce qu'on vit en ce moment, ce n'est pas une petite évolution, c'est une secousse, un commencement, une ère qui balbutie. Car oui, l'intelligence artificielle n'est encore qu'à ses débuts. Elle rampe, elle trébuche, elle apprend à peine à marcher à quatre pattes. Et pourtant, elle redistribue déjà toutes les cartes. Elle bouscule des métiers, elle fait vaciller des modèles entiers, elle effraie, parfois à juste titre, parce qu'elle avance plus vite que nous ne savons la penser. Et pourtant, ce n'est que le début. En juillet 2025, plus de 10 000 licenciements ont été attribués à l'automatisation par l'IA aux États-Unis, selon le cabinet Challenger Gray Christmas. Pas dans 10 ans, pas dans un monde hypothétique, mais plutôt là maintenant. Toutefois, cette ombre qui avance porte aussi une promesse. Le McKinsey Global Institute, dans une étude récente, a évalué à 4 400 milliards de dollars par an le potentiel de productivité que l'IA générative pourrait libérer. Une estimation fondée sur l'analyse de 63 cas d'usage, répartis dans 16 fonctions professionnelles. Ce n'est pas une spéculation vague, mais plutôt un scénario calculé, modélisé et anticipé. Le Forum économique mondial, quant à lui, n'annonce pas la fin du travail, mais plutôt sa transformation. Il estime qu'il y aura environ 11 millions d'emplois créés contre 9 millions supprimés d'ici 2030. Vous l'aurez compris, il y a là deux mondes qui se télescopent, deux modèles qui s'affrontent. Mais concrètement, quels métiers sont les plus exposés? Eh bien, il s'agit de ceux où la logique, la répétition ou l'analyse structurée dominent, tels que le service client, la traduction, la rédaction, le marketing, la comptabilité ou encore les ressources humaines. Tout ce qui peut être standardisé, modélisé et dirigé par un algorithme. En revanche, les emplois manuels, techniques ou humains semblent encore préservés, tels que les plombiers, les aides-soignants, les infirmiers, les techniciens ou encore les éducateurs. Pour l'instant, ces métiers reposent sur une forme d'intelligence sensorielle, rationnelle et émotionnelle que l'IA ne maîtrise pas encore. Mais pour combien de temps encore avant que l'IA ne nous grand remplace sur ces métiers d'IA humaine? Et si justement, l'IA n'était pas seulement une menace, mais plutôt une solution possible? Prenons un instant pour penser aux métiers pénibles, ceux qui n'en vivent jamais, tels que manutentionnaire, grippeur, agent de nettoyage ou encore les métiers où l'on côtoie la souffrance humaine sans les moyens de l'apaiser. Parce que dans les EHPAD, les témoignages se répètent. Manque de personnel, burn-out, maltraitance passive par surcharge ou fatigue émotionnelle constante. Mais attention, ce n'est pas une accusation, c'est un cri, celui de soignants débordés, de résidents abandonnés et de familles démunies. Aussi, dans ces métiers-là, l'IA pouvait intervenir, non pas pour remplacer l'humain, mais pour l'épauler, prendre le relais sur certaines tâches, comme par exemple surveiller, alerter, assister et réguler,
Sans émotion, certes, mais sans fatigue non plus, sans colère et surtout, très important, sans négligence involontaire. Il en va de même pour la petite enfance, pour les fonctions d'assistance, pour tout ce qui exige de la patience, de la vigilance, mais que nos sociétés sous-financent ou méprisent. Là encore, une IA pourrait ne pas faire mieux, mais faire plus et libérer du temps pour l'humain et pour l'essentiel. Mais voilà, la réalité est tout autre. Ce n'est pas tant la machine qui nous inquiète, c'est ce qu'elle révèle, ce qu'elle nous renvoie. Car une IA ne juge pas, elle calcule. Et si elle choisit de nous remplacer, ce n'est pas parce qu'elle est cruelle, c'est parce que notre système l'a rendue plus rentable, plus rapide et plus malléable. Ce n'est pas l'IA qui précarise, c'est la logique économique qui l'emploie. Et cela ouvre une fissure, une fracture silencieuse. Ce n'est pas une guerre de l'homme contre la machine, c'est un miroir tendu. Et dans ce miroir, on voit apparaître des questions qu'on ne voulait plus poser. Qui mérite un emploi? Qu'est-ce qu'une compétence? Une valeur? Parce qu'un humain, ça coûte, et une IA, ça optimise. Et si le véritable danger, ce n'était pas ce que l'IA va devenir, mais ce qu'elle révèle déjà de nous. Et si derrière cette machine froide et muette, ce n'était pas une technologie que nous découvrions, mais notre propre reflet. Car ce que l'IA éclaire, ce n'est pas seulement le futur, c'est aussi nos peurs anciennes, nos fractures sociales, nos lignes de faille bien réelles. Et pour cela, on peut prendre les chiffres, car ils sont plus parlants. Selon une enquête menée par EY ou EY, ça dépend comment ça se prononce, en juillet 2024, 47% des salariés français affirment craindre que l'intelligence artificielle ne vienne menacer leur emploi. À peine 1 sur 2, moins que la moyenne européenne, ce qui pourrait paraître rassurant au premier abord, ou symptomatique d'un certain scepticisme national, ou d'un fatalisme aussi. Mais si l'on traverse les frontières, l'ambiance change. En Espagne, 80% des employés partagent cette inquiétude. 76% en Italie, 82% au Portugal et 47% en Belgique. Là-bas, l'IA n'est pas un outil distant, c'est une lame de fond et beaucoup ont peur de ne pas savoir nager. Car ce que révèlent ces chiffres, ce n'est pas seulement une différence de perception, c'est une faille sociale qui s'ouvre sous nos pieds, une dissymétrie de préparation, une inégalité d'anticipation. Mais ces pourcentages, aussi précis soient-ils, masquent une autre crainte, moins visible, moins mesurable et pourtant omniprésente. Car à quoi bon apprendre, s'améliorer, se former si une machine peut tout faire, en mieux, plus vite, sans fatigue ni pause café? Eh bien, c'est la question que se posent aujourd'hui des milliers d'étudiants, de jeunes actifs et d'enseignants parfois aussi. Elle s'infiltre dans les conversations, dans les couloirs, dans les doutes silencieux des soirs d'examen. On parle ici de desk-killing, la déqualification rampante, l'impression que notre savoir devient obsolète, que notre compétence est ringardisée en temps réel, que la machine apprend plus vite que nous ne pouvons la rattraper, et qu'un jour, bientôt, elle finira par nous dépasser, même dans ce que nous pensions être nos talents uniques. Cette désorientation, elle isole, elle fragilise, elle fait naître un sentiment diffus d'inutilité, particulièrement dans les milieux peu accompagnés, peu numérisés, peu valorisés. Et quand l'isolement numérique se double d'un isolement psychologique, c'est tout le tissu social qui s'effiloche. Mais est-ce là une fin inévitable? Pas nécessairement, car l'IA en réalité ne remplace pas tout. Elle redessine, elle déplace les lignes. Et ce déplacement, pour peu qu'on l'accompagne, elle peut aussi faire émerger des compétences nouvelles. C'est ce que plusieurs études ont mis en évidence ces derniers mois. On parle de plus en plus de profils hybrides, ceux qui savent articuler une compréhension humaine avec des outils automatisés, ceux qui peuvent encadrer une IA, en interpréter les résultats et y insuffler du sens. On redécouvre alors la valeur des soft skills tels que l'empathie, l'éthique, le sens critique et l'intelligence émotionnelle. Autant de qualités que la machine peine encore à simuler.
et que la société désormais commence à revaloriser. Mais cette renaissance des compétences humaines pose une autre question. Qui y a vraiment accès? Parce que tout le monde ne peut pas du jour au lendemain se réorienter. Tout le monde ne bénéficie pas de formations gratuites, d'équipements performants, d'un environnement propice à la transition. Dans les zones rurales, dans les quartiers oubliés, chez les jeunes diplômés sans capital social ou familial, l'IA reste un mot flou, une abstraction menaçante. Et avec le temps, cela risque de devenir une injustice sociale de plus. On leur promet un futur technologique, mais leur présent, lui, reste bloqué dans les guichets fermés, des structures surchargées, des CV sans réponse. L'innovation avance, mais elle ne passe pas par leur rue. Il y a là une fracture territoriale, générationnelle, socio-économique, et une désillusion sourde, celle de voir le progrès s'éloigner, comme un train qu'on a raté avant même d'arriver à quai. Alors, on en revient à cette question simple et brutale. À qui profite vraiment l'intelligence artificielle? Car si elle est laissée aux seules logiques de marché, l'IA ne fera qu'amplifier ce qui existe déjà. Les mieux formés s'en sortiront, les autres décrocheront. Et les inégalités, au lieu de se réduire, s'enracineront plus profondément encore. Mais si l'IA est accompagnée, encadrée, régulée, elle peut devenir un levier d'égalité, une chance inédite de réinventer nos rapports au travail, d'enléger la pénibilité, de valoriser l'humain là où il est irremplaçable. Ce choix, il ne tombera pas du ciel, il faudra une volonté politique, des investissements ciblés, une vision à long terme et surtout une écoute réelle des besoins de terrain. Car au fond, la plus grande peur, ce n'est pas tant la perte de son salaire, c'est de perdre sa fonction sociale, sa place dans le monde. Et cela, aucune machine ne pourra le remplacer. Être utile, être reconnu, être entendu. Et c'est cela qui constitue un emploi, un rôle, un ancrage symbolique. Et dans une société qui glorifie la performance, être remplacé, c'est parfois être effacé. Mais cette peur, aussi forte soit-elle, n'est pas une fatalité. Ce ne serait pas la première fois que l'humanité traverse une mutation. Ce ne serait pas la première fois que les machines provoquent l'effroi avant de révéler leur potentiel. La peur est réelle, mais l'histoire nous l'a déjà montré. Elle peut être aussi un moteur de transformation. Car dans chaque crise, il y a une brèche. Et dans chaque brèche, il y a une possibilité. Aujourd'hui, une génération entière voit naître des métiers qu'on aurait cru impossibles à nommer il y a seulement 5 ans. On les appelle prompt engineering, spécialistes en éthique algorithmique, experts IA RH, cybersentinelle IA, analystes des biais prédictifs, etc., etc. Il faut se l'avouer, ce sont des intitulés qui paraissent parfois sortis d'un roman d'anticipation et qui pourtant apparaissent déjà sur LinkedIn, dans les fiches de poste et dans les formations de certaines grandes écoles. Ce n'est pas un gadget, ce sont les premiers pierres d'un nouvel édifice professionnel. Selon plusieurs cabinets spécialisés comme PwC ou Deloitte, les salaires dans les filières IA progressent à vitesse inédite, avec une pénurie massive de profils qualifiés. La demande dépasse l'offre, non pas parce qu'il manque de bras, mais parce qu'il faut des esprits capables de faire dialoguer l'algorithme et la réalité humaine. Car ce qu'on attend de ces nouveaux métiers, ce n'est pas d'écrire du code en boucle, c'est de réguler, de comprendre, d'orienter la machine, d'anticiper ses effets, d'éviter ses dérives et surtout de préserver ce qui nous rend encore irremplaçables. Dans ce nouveau monde du travail, la machine ne remplace pas l'humain, elle l'amplifie, elle l'épaule, elle l'exécute plus vite et plus précisément. Néanmoins, elle ne choisit pas, elle ne doute pas, elle ne comprend pas les silences, ni les hésitations, ni les regards. Et c'est là qu'on comprend une chose essentielle. Ce que l'IA nous enlève en automatisation, elle peut nous le rendre en liberté, en temps et en énergie mentale. Si on ne passe plus des heures à remplir des tableaux, à classer des courriels, à recalculer les plannings, alors que fait-on de ce temps?
C'est à nous de répondre à cette interrogation, pas à elle. Ce modèle de complémentarité, il existe déjà dans certaines entreprises. L'IA n'y remplace pas les salariés, elle les soutient, elle vérifie, elle suggère, elle corrige. Mais l'arbitrage final reste humain, la responsabilité aussi. Et ce modèle ne peut fonctionner que si il repose sur trois piliers: l'investissement, la régulation et la formation. En 2025, lors du AI Action Summit tenu à Paris, un plan d'investissement européen massif a été dévoilé. Tenez-vous tranquille, 200 milliards d'euros injectés dans la recherche, l'innovation et les filières d'avenir via le programme Invest AI. Un signal fort, l'Europe ne veut plus être une simple consommatrice de technologies importées, elle veut poser ses propres règles du jeu, penser son IA, l'encadrer et la maîtriser. Et dès 2026, l'AI Act européen entrera en vigueur, un texte ambitieux qui classe les usages de l'IA selon leur niveau de risque: inacceptable, à haut risque, limité ou minimal. Une IA utilisée dans le domaine du recrutement, de la police prédictive ou de l'éducation devra désormais obéir à des principes de transparence, d'explicabilité et de non-discrimination. Des contrôles indépendants seront exigés et des sanctions prévues. C'est un changement de paradigme. L'IA ne sera plus seulement évaluée à l'aune de sa performance, mais aussi de son éthique. Mais aucun texte, aussi bien rédigé soit-il, ne suffira sans effort massif de formation et de reconversion. Il faut donc penser grand, penser long. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des cours d'IA dans les écoles d'ingénieurs, il faut ouvrir ce savoir aux enseignants, aux artisans, aux cadres en reconversion, aux salariés du terrain, aux habitants des zones rurales ou préurbaines, à celles et ceux qu'on oublie toujours en premier. Et pour cela, tout le monde doit jouer le jeu. L'école qui doit préparer non pas un métier, mais une adaptabilité permanente. L'université qui doit mêler l'humanité et le numérique. Les entreprises qui doivent former avant de licencier. L'État qui doit soutenir les parcours discontinus, accompagner les choix et garantir l'équité d'accès. Car dans une société juste, le progrès ne doit jamais être réservé aux plus informés. Il doit être accessible, lisible, construite avec et pour tous. Et cela suppose aussi un changement de culture managériale. L'IA ne doit pas s'imposer en silence comme une évidence technique, elle doit être discutée, expliquée et co-construite. C'est tout l'enjeu du dialogue social à l'ère du numérique. Si une entreprise décide d'intégrer un logiciel d'IA pour automatiser certaines tâches, elle doit en parler aux salariés, aux syndicats et aux représentants du personnel. Elle doit expliquer les conséquences, proposer des alternatives et assurer une montée en compétences. Elle ne peut pas simplement remplacer sans rendre des comptes. Car dans ce cas-là, ce n'est plus une transformation, c'est un abandon. Or, l'histoire nous le rappelle. Chaque révolution technologique a suscité des craintes. Chaque fois, on a cru que tout allait disparaître et chaque fois, autre chose est née. Au 19e siècle, les premières machines-outils faisaient peur. On pensait qu'elles allaient supprimer les artisans, anéantir les savoir-faire, ruiner les classes populaires. Mais à long terme, elles ont produit un essor économique colossal. Elles ont libéré du temps, augmenté les productions, ouvert de nouveaux marchés, fait émerger des millions d'emplois. Elles ont sorti des pays entiers de la misère. Cela ne s'est pas fait sans douleur, mais cela a été possible parce qu'un projet collectif porté par les États, les syndicats, les entreprises a progressivement redessiné les règles. Et l'intelligence artificielle pourrait faire encore mieux, à condition de ne pas en faire une course solitaire, à condition de ne pas la laisser aux seuls ingénieurs et aux seuls financiers, à condition d'en faire un choix de société et non une fuite en avant. Car cette révolution n'est pas uniquement technique, elle est humaine. Elle interroge ce que nous voulons déléguer, ce que nous voulons préserver, ce que nous voulons transmettre. Et au fond, ce n'est pas l'IA qui fera le tri, c'est nous. Alors, qu'allons-nous choisir? Un monde où l'automatisation sert quelques-uns
ou un monde où elle allège la vie de chacun? Un monde où l'on confond performance et progrès, ou un monde où la technologie élargit le champ du possible sans rétrécir celui de l'humain? L'intelligence artificielle n'est ni un démon ni un dieu. Elle n'est pas là pour nous sauver ni pour nous condamner. Elle est un outil, un miroir et un levier. Et c'est à nous collectivement de décider si elle soulèvera des murs ou des ponts. Si tu veux que cette vidéo touche d'autres esprits, qu'elle ouvre d'autres débats, dans ce cas, abonne-toi, partage-la et surtout, laisse ton avis en commentaire. Ce que tu ressens face à l'IA, ce que tu espères, ce que tu redoutes, tout cela compte et mérite d'être entendu. Sur ce, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Surtout à celles et ceux qui avancent à tâtons dans cette révolution, mais gardent les mains tendues vers les autres.